Alors d'abord, je voudrais commencer par dire que ce livre a été un vrai régal à écrire. Ça a duré longtemps, ça a duré 5 ans. Je me demandais si ceux qui ont commencé à écrire un livre allaient rester vivants jusqu'à la fin du livre, tellement c'était long. J'ai même douté à un moment donné que le livre se ferait jusqu'à la fin. Bon, mes amis me disaient, il en est où ce livre? Je dis, c'est en cours, mais je ne sais plus, j'avais un peu honte. Enfin, merci d'avoir quand même fait ce joli bébé de 2 kilos et 30 cm. C'est un bel accouchement en 5 ans, le de 9 mois. Donc nous, on a vu, j'ai parlé de tous ces vols habités, des vols des cosmonautes, qui étaient des vols un petit peu compliqués. La partie la plus compliquée, c'est la partie de Jean-Loup Chrétien, c'est sûr, parce qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de support de la France. Il en a souffert d'ailleurs, Jean-Loup, de ce manque de présentation politique lors de son atterrissage. Mais c'est un vol qui a été bien réussi. Alors, rappelez-vous que les astronautes français, à l'époque, s'appelaient des spationautes. On n'a pas réussi à inventer un véhicule spatial, mais on a inventé un mot, spationaute, alors que les Américains avaient des astronautes et que les Russes avaient des cosmonautes. Et à l'issue de ce vol réussi avec Jean-Loup Chrétien et Patrick Baudry qui était doublure, PVH pour premier vol habité, il y a eu une sélection d'astronautes, de spationautes en France pour le vol Aragats. La mission Aragats était décidée. C'était un vol qui aurait eu lieu en 88, un vol long, qui aurait un mois, en 4 semaines, avec une sortie extravéhiculaire. Et pour ce vol, on a eu une sélection d'astronautes qui a été faite, de spationautes qui a été faite en France. Et on a eu 7 spationautes recrutés, dont Jean-Pierre Aigneret, Claudia Aigneret qui sont présents, moi-même, Jean-François Clairvoy qui était là tout à l'heure. On a eu aussi Jean-Jacques Favier, Frédéric Pata et Michel Viseau. Dans ces 7 astronautes, spationautes, tout le monde a volé sauf Michel Viseau et Frédéric Pata. Pata pour des raisons, je crois, médicales, et Viseau parce qu'il était responsable, je crois, des singes, ou de la mission Rhesus avec la navette américaine. Cette mission a été annulée par les Américains, donc il n'a pas pu voler. Ce qui était assez intéressant, c'est qu'à l'époque, on avait été recrutés, et je me souviens avec Jean-Pierre, on était à un grand meeting qui était au Bourget sur la présentation d'Hermès. On était un petit peu la caution vivante de ce programme Hermès, qui nous plaisait beaucoup. Nous étions pilotes d'essai, on voulait vraiment voler sur Hermès. Et donc nous, on avait vocation d'aller voler avec les Américains. Et en fait, c'est un petit peu comme le service militaire. Si vous êtes coiffeur, vous devenez charcutier. Et bien nous, on était prévus pour les Américains, on est partis en Russie. Et donc on a appris le russe tous, et on a fait toutes nos missions. Alors, certains étant pour la NASA, comme j'ai dit. Au total, on a fait depuis 82, on aura fait 8 missions spatiales avec l'URSS puis la Russie. Et on a volé sur tous les véhicules Salyut 7, puis Mir, puis ISS. Donc c'était quand même assez important. L'entraînement se passe à la Cité des Étoiles, qui est à environ 1 heure de Moscou. Alors quand j'y étais au début, c'était 45 minutes, maintenant c'est plutôt 1h30 parce que le trafic a vraiment augmenté. Et nous, on a vraiment vécu sur le fond, on a vraiment vécu avec les Russes, avec toutes les complications. Et ces vols et ces entraînements ont été faits d'une façon crescendo avec l'amitié que nous avons avec les Russes. Moi, je me souviens par exemple au premier entraînement que j'ai fait quand je suis arrivé en 86, novembre 86, quand je voulais téléphoner en France. Je réservais une communication téléphonique, ça a été dit tout à l'heure, et pour téléphoner à mes parents, et je recevais l'appel téléphonique 1 jour, ou 2 jours, ou 5 jours plus tard. Si j'étais à la maison, tant mieux. Si je n'étais pas à la maison, je râlais, on me disait, redonne-moi une communication téléphonique. Si je voulais aller à Moscou, je commandais une voiture pour aller à Moscou. Donc c'était assez compliqué. C'est pas que c'était impossible, mais c'était pas la façon dont on vivait. On a tous gardé un excellent souvenir de notre contact et de notre vie en Russie. Mais c'était assez difficile. On a rencontré, moi je me souviens, la première fois où je suis arrivé à Moscou, on était accueillis par Kizim, qui était un grand cosmonaute russe. On était accueillis par Leonov. Leonov en personne était venu nous voir, nous accueillir, nous montrer nos chambres au Profilactorium, qui était des étoiles. Il y avait des gens comme Volinov, c'était vraiment des gens que je ne connaissais que par les livres, mais ces gens-là avaient quand même l'humilité et la gentillesse de venir à notre contact, de nous montrer nos locaux et de nous suivre d'ailleurs pendant l'entraînement. On voyait régulièrement Leonov passer dans les salles de cours, passer à la salle de sport, passer dans les cafétérias pour savoir si on était bien, si tout se passait bien. Donc il y avait vraiment une ambiance très chaleureuse. Et j'ai vite appris que
tout ce qu'on disait était écouté, c'est vrai. C'était bien parce que certaines fois, on avait des demandes à faire. Donc, comme on savait qu'on était écouté, on disait fort la demande et clairement, on disait en français, en anglais et en russe, comme ça, avec 3 langues, on était sûr que c'était compris, et la demande était exécutée. Mais il y avait un endroit où il n'y avait aucun micro, c'était le sauna. Donc on allait au sauna tous les 2 soirs, au sport. Et alors le sauna, c'était vraiment la cathédrale. On disait tout dans le sauna. C'est-à-dire que nous, on pouvait parler, et moi au début, j'étais un peu timide, d'abord parce que je ne parlais pas bien le russe, et puis deuxièmement parce que c'était quand même gênant de commencer à trop se plaindre, mais les Russes eux-mêmes commençaient à raconter, à déblatérer sur des choses assez importantes. Donc j'ai compris que les micros, à l'époque, fondaient dans les saunas. Donc c'était assez bien pour parler. Donc là, c'était vraiment un peu comme un confessionnal, mais grand, on était tous nombreux. Et c'était assez mais j'ai lu dans le livre que ça a permis aussi d'avoir du caviar au petit déjeuner. Exactement. Donc quand la nourriture était mauvaise, on se plaignait un peu plus. Alors ce qui est important aussi, c'est que quand j'étais à l'entraînement là-bas dans les années 86-88, on avait à l'époque, les Français ont quand même été les premiers à coopérer avec l'URSS sur ces vols spatiaux, mais d'autres ont suivi. Donc il y a eu les Bulgares, moi j'étais là-bas des Bulgares, des Afghans, des Autrichiens, des Allemands et des Anglais. Tout le monde était là-bas. Ça faisait un petit peu comme une espèce d'université spatiale. Donc chacun parlait de ses problèmes. Et c'est ce qu'on a retrouvé un petit peu comme ambiance après quand on était à l'Agence spatiale européenne, et c'était vraiment très très bien. Donc dans ce vol de Harrogate, il y avait une sortie extravéhiculaire, donc un entraînement en piscine qui était assez compliqué. Et nos cours, c'était des cours assez compliqués, sur niveau théorique, sur la mécanique orbitale, les systèmes spatiaux, les vaisseaux spatiaux, la façon de piloter un vaisseau spatial dans l'espace, les systèmes de régulation de température, les systèmes moteurs. Donc on apprenait tout ça. Et au début, moi je suis arrivé avec 2 mois de russe sur place, plus 5 mois de russe en France, mais je n'avais pas assez de russe pour comprendre la technologie. Donc il y avait Jean-Loup Chrétien et moi. Souvent j'étais seul parce que Chrétien connaissait déjà les cours. Donc j'avais le prof en face de moi qui m'expliquait un système russe. Et puis il me disait tu comprends? J'ai dit non. Alors il reprenait avec la même phrase en russe, en parlant plus fort. Tu comprends? Non. Alors, à la fin, il mimait. Je me souviens une fois, il m'a dit, il mimait avec un dessin, il faisait un grand dessin, il mimait la cinématique, et là j'ai compris, là c'est bon. Donc c'était vraiment, la façon d'apprendre à la russe, c'était une façon qui était bonne parce que on retenait bien, c'était long, mais on retenait bien toute leur méthode. Alors les vols, je vais vous les donner. Le premier vol, c'était Jean-Loup Chrétien qui a volé sur Salyut. Chrétien a refait le deuxième vol, mais c'est quand même grâce à la réussite de son premier vol qu'il a réussi à faire ce deuxième vol, qui a eu une sortie extravéhiculaire. Ensuite, il y a eu le vol de moi-même, bien sûr, en numéro 3. Après, il y a eu Jean-Pierre Aigneret qui est présent, qui a volé sur Mir. Après, il y a eu Claudie qui a volé sur Mir également, la mission Cassiopée. Ensuite, il y a eu Léopold Hertz, qui n'est pas là aujourd'hui, qui a volé sur Mir. Après, il y a eu Jean-Pierre Aigneret, puis Claudie. Et Claudie était le dernier vol, elle était sur le premier vol sur l'ISS et le dernier vol qu'on a fait en coopération. Ensuite, tous les vols ont été faits par le biais de l'Agence spatiale européenne. Le corps des astronautes français a été groupé dans le groupe des astronautes européens et on a continué comme ça. Et donc aujourd'hui, on peut dire aussi que ce qui est important, c'est qu'on a coopéré avec l'Union soviétique et les Russes. On a fait 8 missions avec l'URSS, mais on a fait également 9 missions avec les USA. Donc on a une coopération équilibrée entre les Russes et les États-Unis. Et ce qui est important, c'est qu'après ce vol que j'ai fait en 92, quand on est rentré en France, la NASA cherchait à faire cette coopération avec l'URSS et la Russie pour faire une station spatiale internationale. On est arrivé, donc Chrétien me disait qu'il voudrait des conseillers pour savoir comment faire cette station en coopération avec les Russes. Et moi je suis arrivé à la NASA avec Chrétien et les profs qu'on avait en 95 disaient retenez bien, cette station conjointe avec les États-Unis et la Russie, on ne la fera jamais. Les Russes sont nos ennemis et on ne fera jamais cette station. C'était en 95, c'était nos profs qu'on avait à la NASA. Donc ça n'a pas été facile. Et nous, on était un peu les exemples vivants du premier pays occidental qui avait coopéré avec la Russie pour dire, bah oui, c'est bien. Les Américains me disaient, mais dans Mir, ça sent mauvais. J'ai dit, non, c'est bien. Mais c'est cassé, non, c'était très bien. Donc ils avaient plein de a priori, et nous on a essayé, on a participé un petit peu au fait que les Américains ont fait confiance petit à petit avec les Russes. Donc c'est une confiance qui s'est faite tout doucement, et c'est grâce à ça qu'on a fait cette ISS, et donc
qui a bien marché, puisqu'aujourd'hui elle fonctionne, et on est avec un vol d'astronautes européens pratiquement tous les ans de 6 mois. On n'a jamais autant volé en nombre de jours par rapport à ce que nous faisions avant. Et ça nous a permis également d'avoir un module scientifique Columbus, qui est dans la station spatiale, qui fait de la très bonne science, d'avoir le véhicule ATV, qui est notre premier accès à l'espace habité, même si le véhicule n'est pas habité pendant la montée et la descente, mais au moins on va vers la station spatiale avec un système de rendez-vous unique au monde, qui est un système laser. Nous sommes les seuls à posséder, puisque les Américains et les Russes ont cherché à le faire, ils n'ont pas réussi. Donc c'est une coopération qui nous a bien aidés au niveau personnel, ainsi qu'au niveau technologique. Très bien. Voilà, donc nous avons le futur, c'est Thomas Pesquet qui va décoller. Oui, c'est bientôt, comme nous a dit. Ouais. Le seul point négatif, c'est qu'on vole beaucoup, mais on vole maintenant sur le biais européen. Donc le dernier vol, c'était Léopold Hertz, c'était dans les années 2008. Le prochain vol, c'est 2016, donc il y a 8 ans entre deux vols. Donc à l'époque, on volait jusqu'à 3 astronautes européens, ou 2 astronautes européens par an, et là, on fait un vol tous les 8 ans. Une chose aussi importante, c'est que lors d'un vol qu'on a fait en 99, avec Jean-Pierre Annuac qui est présent, lui il volait sur Mir, et moi je volais sur la navette Columbia, pas en sens inverse, mais enfin dans l'espace ensemble, et on a réussi, et c'est grâce aux Russes qui ont réussi à monter une communication, et on a parlé dans l'espace, on a réussi à se parler dans l'espace, donc nous deux bien sûr, parce qu'on se connaissait bien, on avait été entraînés ensemble, mais également les commandants de bord. Moi j'ai volé avec un commandant de bord féminin, donc les commandants de bord se sont parlé. C'était un moment émouvant, et toute notre histoire en Russie, c'est une succession de moments émouvants. Alors je ne veux pas tout vous raconter parce que tout est dans le livre. J'ai pas pu tout dire dans le livre tellement j'avais d'anecdotes croustillantes, mais c'était vraiment un bon moment. Très bien, merci Michel. Merci pour ce moment.